Bon, je suis super impressionné en fait. J'ai pas l'habitude des conférences et pour vous dire c'est la toute première conférence que je fais et je m'attendais pas à voir autant de monde. Vraiment, et merci beaucoup pour votre. Alors, en plus, un micro, ça c'est un truc, c'est ce qu'il y a de pire pour moi. Voilà. Donc, merci infiniment pour être venu ce soir m'écouter. Ça me touche, votre présence me touche profondément et j'espère que je serai à la hauteur de vos espérances. Et voilà. Pardon, excuse. Donc en fait, je vais vous raconter une histoire. Je suis pas moi un chercheur, je ne suis pas un vrai grand conférencier, je suis simplement un clinicien. Donc je vais prendre quelques minutes, quelques secondes pour me présenter et pour vous dire un peu qui je suis et pourquoi j'ai été amené à vous présenter ce principe-là. En fait, en gros, je suis médecin, mais je suis un médecin feignant. Et un médecin feignant, ça veut dire qu'il va chercher en fait à travailler le moins possible et à soigner tant qu'à faire, soulager tant qu'à faire le mieux possible ses patients. Donc pour ça, c'est que faire en sorte que le patient devienne finalement un acteur de sa santé et devienne son propre médecin. Et je suis médecin ostéopathe. Et Steele, le père de l'ostéopathie, quand il a commencé à travailler l'ostéopathie, il n'y avait aucune notion dans ce domaine-là. Il était tout à fait novateur et il a commencé à travailler sur le corps, sur la structure du corps. Et il s'est rendu compte qu'il y avait autre chose derrière la structure, qu'il a commencé à parler de force vitale, de souffle de vie. Il a même commencé à parler de Dieu. On était en 1830 à peu près, au moment où les États-Unis se structuraient. Et ça n'a pas vraiment plu aux États-Unis, on parle de pouvoir divin. Du coup, on lui a demandé de stopper un peu ce langage, mais il a commencé à écrire. Et il s'est rendu compte, lui, que le but de son travail, c'était d'aller chercher dans la personne des forces d'auto-guérison. Parce que la problématique qu'il exprimait, c'est-à-dire on s'est déconnecté de notre pouvoir d'auto-guérison. Et lui, ce qu'il voulait, c'est reconnecter le patient à son pouvoir d'auto-guérison. Donc il a travaillé là-dessus. Et moi, je suis très fidèle à ceux qui m'ont permis d'être ce que je suis et de travailler avec les outils que j'ai. Je suis fidèle à Steele et je pense aussi que le patient, l'individu dans sa qualité qui lui est propre, a en lui le pouvoir d'auto-guérison. Le truc, c'est que maintenant, il va falloir aller le reconnecter, ce pouvoir-là. Et donc je me suis formé à l'ostéopathie. J'ai commencé par l'ostéopathie très structurelle, à faire craquer les vertèbres. Après, je me suis formé à l'ostéopathie plus énergétique et encore plus énergétique. Et après, je suis rentré en contact avec des chamans, je suis rentré en contact avec des géobiologues, et tout ça, ça m'a permis en fait d'avoir, j'ai fait aussi la kinésiologie, d'avoir entre mes mains, j'allais dire, un panel d'outils. J'ai tout passé ça au checker, j'en ai fait une petite compilation, mais en gros, j'ai rien inventé. Donc, tout ce que je vais vous dire, en gros, ça ne m'appartient pas. C'est simplement de la récupération d'informations, et j'en ai fait un peu ma sauce. Et cette sauce, j'ai mis un nom qui s'appelle Reconnexion à son essence vibratoire, rêve. Parce qu'on est dans une société où je pense qu'on a besoin de rêver et on a besoin de se reconnecter surtout à qui l'on est dans notre intimité. Voilà. Et tout mon travail, c'est ça, c'est permettre en fait, en tant que médecin, d'accompagner mon patient sur son chemin pour se reconnecter à son essence vibratoire. Alors, l'essence vibratoire, après vous y mettrez des croyances, vous y mettrez vos mots à vous. Pour moi, c'est vraiment ce qui nous anime, on pourrait dire ce qui nous anime, c'est notre âme. C'est ce qui compose notre individualité. Voilà. Et la première fois où j'ai fait cette conférence-là, je l'ai fait il y a quelques semaines, toujours grâce à l'association des filles de Simone qui organisait un petit forum. Et le titre de ce forum, c'était Chemin de vie, talent et créativité. Et là, je me suis dit, mais super, génial, on me propose d'aller faire une petite conférence.
et ça rentre tout à fait sur ce que j'ai envie de transmettre et de partager. Alors, on va parler de chemin de vie, de notre chemin de vie, parce que finalement, on est tous en chemin, on est un peu tous des pèlerins sur ce chemin, on va tous essayer de découvrir quelque chose. Et ce chemin de vie, moi je l'ai appelé le chemin, alors au tout début j'avais appelé ça le chemin des 5 terres, maintenant je devrais peut-être l'appeler le chemin des 7 terres. Au tout début, quand j'arrive sur Terre, je vais vous raconter mon chemin de vie, en gros ce sera plus facile, qui je suis, je vais parler de moi. Et mon chemin de vie, quand j'arrive sur Terre, j'arrive sur une terre d'accueil. Mes parents, ma famille, mes ancêtres qui m'accueillent sur cette terre. Et après, je vais grandir. Je vais acquérir un certain nombre de connaissances. Je vais prendre de l'assurance. Et à un moment donné, je vais vouloir sortir de cette terre d'accueil, faire mon propre petit chemin. Et je vais rencontrer d'autres terres, et la première terre que je vais rencontrer, c'est une terre d'adoption. Alors la terre d'adoption, généralement, on sait qu'on n'est pas dans sa famille, on n'est pas chez soi, mais on est quand même adopté, et c'est indispensable pour pouvoir continuer les premiers pas qu'on a fait. Et puis de cette terre d'adoption, une fois que j'ai fait un peu mes armes, par exemple moi, ma terre d'adoption, j'ai fait mes études, je suis sorti de l'université, et je me suis installé dans un premier petit village, et ce premier petit village était ma terre d'adoption. Mais je savais que ça ne correspondait pas non plus à la médecine que je voulais faire. J'étais dans une médecine très allopathique et il a fallu que j'en sorte parce que là, je me suis perdu finalement. J'étais plus connecté à ma propre essence, j'étais plus connecté à qui j'étais. Et je me suis perdu dans cette terre d'errance. Et cette terre d'errance, on le voit, c'est des sorties de route. C'est quand on commence à se dire, tiens, j'ai l'impression que c'est dur, que je rame, que j'ai des obstacles, que j'ai beau y mettre toute mon énergie, toute mon intention, et je m'aperçois que malgré tout, je rencontre des difficultés. Et là, c'est parce que quelque part, je suis sorti de mon chemin de vie, je suis plus accompagné du souffle vital, et je perds la synchronicité de la vie, et je vais rencontrer des obstacles. Je suis dans cette terre d'errance. Mais si j'arrive à reprendre le chemin de ma vie, je vais en fait sortir de cette terre d'errance, ou passer directement de la terre d'adoption à la terre des désirs. Et la terre des désirs, c'est la terre qui commence à laisser, c'est parce que je commence à laisser émerger les désirs profonds que je ressens en moi. Déjà, je commence à me sentir un peu plus qui je suis et de pouvoir l'exprimer. Et là, quand je réalise mes désirs, eh ben, je rentre je crée, peut-être que cette terre est au même endroit, hein, on n'est pas obligé de changer de région. Je rentre dans une terre qui est la terre de réalisation. Et là, je vais commencer à me réaliser, je vais commencer à m'épanouir, je vais commencer à être bien. Et après, je vais commencer à créer la propre terre. Au-delà de la réalisation, je vais devenir créateur de ma vie. Je vais rentrer dans une terre que moi j'appelle la créaterre. Et le but du jeu, c'est d'arriver au seuil, c'est d'arriver enfin, de mettre un terme à cet exil quelque part sur Terre. Vous savez, on parle, selon les croyances, de cycle de réincarnation. Et bien, c'est mettre un terme au cycle des réincarnations pour enfin rentrer chez soi. Voilà, un petit peu ma vision de ce chemin de vie. Donc, je vais vous parler de ça, de mon chemin de vie. Et pourquoi rentrer chez soi? Parce que ça voudrait, on pourrait se dire, tiens, je suis sur Terre, et c'est bien moi, et c'est bien chez moi ici. Mais non. En fait, vas-y. Ouais, regardez pas. Tu peux la laisser, mais regardez pas. Vous l'avez pas vu. En fait, si je vous demande comment je me manifeste devant vous, qui je suis, vous allez me répondre avec votre sensibilité, avec votre vision. Vous allez dire quoi? Par exemple, voilà. Premier rang. Comment tu me perçois à travers tes visions? 80 chemise blanche, pantalon noir. Comme quelqu'un qui a réfléchi sur nous. Voilà, par exemple. En fait, simplement, je me manifeste à vous avec une apparence. Et cette apparence, peut-être elle est colorée d'une réflexion, d'une attitude, d'une sensibilité, mais elle ne dit pas qui je suis réellement. En fait, je suis
dans ma forme manifestée, une archipel de cellules. Et je suis fait de cellules qui cohabitent ensemble et dont leur seule fonction est de vivre les unes avec les autres en harmonie. Donc elles restent sur leur chemin de vie, habité par le souffle de vie. Alors, une cellule, je vais vous refaire le dessin pour que vous compreniez bien. Une cellule, je vais la dessiner ici. C'est un truc comme ça. Je me suis dessiné. Vous me reconnaissez? Oui, voilà. tout à fait. Ça, c'est une cellule. Et une cellule, elle est entourée d'une membrane. Et c'est même ce qu'on appelle une double membrane. C'est ce qu'on appelle une bicouche phospholipidique. Voilà. Là, ça, c'est la cellule. Ça, c'est la membrane de la cellule. Et au cœur de la cellule, il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est le noyau. Et le noyau, le noyau de la cellule, c'est celui qui contient l'ADN. L'ADN, c'est celui qui va organiser toute la vie de la cellule, toute sa vie intérieure et toute sa relation avec le monde extérieur. En gros, je suis une cellule avec une membrane et un noyau. Et cette membrane, puisque je fonctionne en fait comme elle, cette membrane, ici, elle va représenter tout ce qui me met en lien avec l'extérieur, c'est-à-dire mon corps physique et mon mental. C'est ce que les psychanalystes de l'école un peu jungienne pourraient appeler le moi. Donc ici, on est dans le moi. On est dans le corps et le mental. Et la membrane externe de cette cellule, elle va représenter notre ego. Alors, l'ego, c'est pas la fierté en fait, mais c'est la création du mental qui me permet de rentrer directement en contact avec le monde manifesté extérieur. C'est grâce à mon ego que je suis en train de faire cette conférence et de vous parler. Cette membrane externe, c'est l'ego. Et ce noyau de la cellule, qui contient l'ADN et toute l'information en fait de la vie, tout ce qui va programmer le comportement et organiser la vie de la cellule, c'est notre identité, c'est le soi. Les psychanalystes type jungien, moi je me référence surtout à Jung, parlent du soi. Et quand ils parlent de soi, ils parlent de l'âme. L'âme, après, n'imitez pas trop de, j'ai dit entre guillemets, de religiosité en entendant le mot âme. Je parle de l'âme avec son origine latine qui voulait dire animus, qui anime. L'âme, c'est une création de l'esprit qui vient animer la matière. Donc je suis en gros une âme et un corps avec une structure bien particulière qui s'appelle l'ego. Et tout ça, tout cet intérieur, ça représente mon monde intérieur. Ça représente mon intériorité. Ici, je suis vraiment en contact avec mon essence vibratoire. On verra pourquoi plus tard je vous parle de vibration. On pourrait dire simplement je suis en contact avec mon âme. Et ici, je suis dans mon monde intérieur. Voilà. Et là, je suis dans le monde extérieur. Et je vais rentrer en contact avec ce monde extérieur. Et ce monde extérieur, dans les contacts qu'on a avec lui, quelquefois, ils sont bienveillants, ils sont doux, pleins de bonté et d'amour, et quelquefois, ils sont un peu plus agressifs, un peu plus traumatisants. Donc je vais rentrer en interférence avec ce monde extérieur, et ce monde extérieur peut arriver à me blesser. Et il peut créer une blessure, et cette blessure, elle va se densifier dans mon corps, dans ma mémoire. On dit qu'elle se densifie dans le moi. Elle ne pénètre pas jusqu'à l'âme. Après, certains courants vont dire qu'on peut avoir des blessures de l'âme, mais pour moi, on n'a pas de blessure d'âme. Et on verra aussi pourquoi. Mais c'est qu'une question de croyance et de référence. Et du coup, mon ego, lui, quand il est blessé, il ne sait pas cicatriser une blessure.
Imaginez que je me suis coupé en taillant les rosiers. Mon ego ne sait pas cicatriser la blessure. Il va dire fais attention, il ne faut pas que ça s'infecte. Donc je vais désinfecter, je vais nettoyer, je vais mettre un pansement. La seule chose qu'il sait faire, c'est protéger. Il va cloisonner. Et moi, j'aurai toujours ma blessure. Et donc je vais vivre, tant que je ne suis pas guéri, en réaction avec cette blessure, parce que mon ego va avoir peur de ressouffrir à nouveau. Donc il va m'amener à être que dans un schéma de réaction par rapport à cette blessure. Parce qu'ici sont inscrites nos peurs. Voilà pour la petite histoire pour vous dire en fait qui je suis. Je suis une cellule avec une âme, avec un milieu intracellulaire, avec une intériorité, avec ma personnalité, et j'ai un corps, j'ai une structure mentale avec un ego qui va me permettre de rentrer en relation avec l'autre. Et après on verra comment on cicatrise. Le but c'est ça, c'est bien de cicatriser nos blessures. Donc en fait, pour vous expliquer, voilà, ce petit schéma là-bas, ça représente un petit peu cette cellule, mais un petit peu complète, on pourra la remettre à la fin. Donc je disais, mon origine n'est pas cette terre d'accueil sur laquelle je suis né dans cette forme manifestée sur Terre. En réalité, mon origine a débuté bien avant. Et elle a débuté presque au moment du Big Bang. On est tous, en fait, issus de cette matière primordiale à l'origine du Big Bang. On est tous faits de poussière d'étoiles. Alors, ce que j'appelle la source, mettez-y aussi le nom que vous voulez. Appropriez-vous les termes, hein, ne vous bloquez pas sur les termes. À un moment donné, avant ce Big Bang, il y avait un principe créateur. Dieu, le souffle de vie, le grand esprit des Indiens, tout ce que l'on veut, un principe créateur. Et il s'est passé quelque chose, il a initialisé un souffle de vie, et de ce souffle de vie, il s'est passé le premier grain de matière, est issu le premier grain de matière. Et ce grain de matière n'est pas que de la matière, il est aussi information, il est aussi vibration, et il contient, moi je l'appelle la matrice unicitaire, parce qu'il contient en lui toute la vie, tout l'univers, tout ce qui s'est manifesté par la suite. Et ma vie commence, en réalité, la mienne, elle commence là. Donc, issue de cette matrice unicitaire, il y a eu trois schémas. Il y a eu des êtres qui ont accepté de prendre la lumière. Parce que la source continue à imprégner de sa lumière, moi j'appelle ça la lumière réelle, toute cette matrice unicitaire et tout ce qui va en découdre, tout ce qui sera créé par la suite. Et il y a eu ces êtres qui ont accepté d'être pénétrés par la lumière de la source, la lumière réelle, et ce sont les êtres de lumière. Et puis, il y en a qui ont résisté, qui ont refusé d'être pénétrés par la lumière. Et cela, c'est les êtres de l'ombre. Il y a ceux dont je suis issu moi. Il y a des êtres qui ont accepté, alors là je parle des êtres, mais en fait ce sont les familles dont je suis issu, qui ont accepté d'être pénétrés par la lumière, mais à un moment donné, vous savez quand on éclaire un miroir avec les rayons du soleil, le reflet du soleil sur le miroir nous éblouit. On a l'impression que le miroir est lumineux. Eh bien, c'est ce qui s'est passé là. J'ai accepté d'être pénétré par la lumière, mais à un moment donné, j'ai regardé la brillance de ceux qui avaient refusé d'être pénétrés par la lumière. J'ai refusé la brillance de ceux qui avaient dit non. Et en fait, j'ai cru qu'ils étaient plus brillants, qu'ils étaient devenus des êtres brillants en refusant. Mais en fait, je me suis trompé, je ne voyais que le reflet. Et de ce trouble, j'ai émis le désir de résister. Quand j'ai vu la brillance de ceux qui avaient résisté, j'ai émis le désir de résister. J'avais déjà pris la lumière en moi, mais j'ai émis le désir de résister. Et là, je comprends
finalement, qu'il me manque une compréhension, qu'il me manque quelque chose. Et de cette matrice fluidique informationnelle, je vais décider d'aller chercher cette information manquante et je vais aller explorer l'univers à la recherche de cette information manquante et je vais du coup créer des formes manifestées dans la matière et dans la seule but, dans la seule fonction, et essayer d'aller chercher cette information qui me manque parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai émis ce désir de résistance. Du coup, en fait, mon être est un être de lumière qui s'est manifesté dans de multiples dimensions, sous de multiples formes, à la recherche de cette information manquante. Je ne suis pas, en réalité, que ma forme n'est qu'une des formes multiples de mon être de lumière. Des formes multiples habitant de nombreuses dimensions, de multiples dimensions. Je ne suis pas unique, je suis simplement un des organes, par exemple, je ne peux être que le foie ou la rate ou la vésicule biliaire de mon être de lumière. Mais je suis qu'une parcelle de cet être-là. Et donc je me suis incarné sur cette terre, sur ce monde-là. Vas-y, tu peux passer. Et on pourrait résumer un peu les choses comme ça, que de cette résistance est née la masse. Donc je suis un noyau de masse qui a agité, puisque j'ai créé une agitation avec cette résistance, et de cette agitation, il naît une lumière agitée. Vous savez, quand ce que l'on voit des objets, c'est parce que simplement il y a un rayon qui vient sur la matière, et l'agitation des électrons réfléchit cette lumière. Et bien, je suis entouré d'une lumière agitée. Mais en même temps, de moi est issue une lumière réelle, celle qui m'avait habité dès le départ. Donc voilà un peu qui je suis. Je suis une masse, une des formes issue de ce désir de résistance à la recherche de l'information manquante. Allez, tu peux passer. Mais dans ma vie sur Terre, en fait, j'ai pris naissance au tout début, quand un spermatozoïde est venu rencontrer un ovule. Et l'ovule est issu de la femme. Et vous savez, nombreuses ici, que la femme, elle suit les cycles. Elle suit des cycles et l'ovule est imprégné de ces cycles. Et quand l'ovule est détaché de l'ovaire, il fait une chute. Il tombe pour être récupéré par le pavillon de la trompe. Et pendant cette chute et son voyage seul au sein de la trompe, en fait, il va à la rencontre de l'information de tout contenu dans toute la Terre. Parce que la Terre aussi a sa lumière réelle. Et c'est comme s'il allait fusionner avec l'information de la Terre. L'ovule va être habité, en fait, par tous les rythmes contenus par la Terre-Mère. Et puis il y a mon petit spermatozoïde qui remonte à la rencontre de cet ovule qui est agité, et lui il est porteur des forces électromagnétiques qui vont permettre cette manifestation. Si je suis là, c'est aussi parce que je suis habité par des forces électromagnétiques qui maintiennent cette agitation. En gros, en moi, j'ai cette dualité, je viens m'incarner, je viens me manifester dans ce monde-là, dans un monde de dualité, avec quelque chose qui est en moi profond, divin, sacré, et quelque chose qui est manifesté à l'extérieur de moi. Et au moment où l'ovule rencontre le spermatozoïde, il se crée un souffle divin qui crée une ligne bioélectrique. Cette ligne bioélectrique, nous on l'utilise en ostéopathie biodynamique. C'est un peu cette lumière réelle qui pénètre la première cellule qui va porter mon incarnation. Et à partir de cette première cellule, il va s'expanser des rythmes, des fluides qui vont venir habiter la cellule. Et ces rythmes, ces matrices fluidiques sont en fait des matrices qui nous connectent à des zones, à des matrices informationnelles, organisationnelles, à des rythmes, à des flux, et qui vont structurer la matière.
Et donc à partir de cette ligne bioélectrique va se structurer la matière de l'embryon. L'embryon, lui, il va se dessiner, il va se construire à partir de 3 couches. Une couche qu'on appelle endodermique, une couche qu'on appelle ectodermique et une couche qu'on appelle mésodermique. C'est 3 feuillets. Et 3 feuillets qui vont être habités par les rythmes issus de cette ligne bioélectrique. Et cette ligne bioélectrique, ces rythmes, ces ondes vont venir animer la matière. Et quand ces ondes vont animer la matière, ils vont dessiner une forme. Elles vont mettre en mouvement la matière à l'intérieur de la cellule. Et la forme, on dit qu'elle appelle l'information. Et ceux qui font par exemple du tai chi, vous savez qu'à travers le mouvement, on se connecte à des forces énergétiques. On va se connecter à des matrices informationnelles. À travers la forme que l'on dessine, on appelle des forces beaucoup plus puissantes qui sont des forces informationnelles, structurelles, des rythmes, des flux, qui nous connectent à autre chose. Et du coup, ces premiers rythmes qui habitent la cellule vont me connecter à de nouvelles sources d'information, de nouvelles matrices informationnelles. Et plus la forme que je dessine est petite, plus l'information que je contacte est puissante et grande. Vas-y, tu peux passer. Ces 3 feuillets, en fait, vont être imprégnés par 3 consciences, 3 rythmes différents. Et ces 3 consciences, ils vont s'organiser après en différents organes. Et ces 3 consciences, elles vont avoir un sens. Il va y avoir la conscience endodermique qui correspond, si on mettait une phrase, et cette phrase, si vous voulez, moi c'est mes souvenirs d'école, qui sont un sujet, un verbe, un objet. Et on pourrait dire que la conscience endodermique correspond au sujet, au je, qui je suis. Comment je prends conscience de qui je suis, mais pas dans ma forme manifestée, qui je suis en fait dans mon essence, qui je suis dans mon âme. Le feuillet ectodermique qui va s'organiser après, donner tout le système nerveux central, périphérique et la peau, qui va me permettre de chercher, d'aller en relation, en reliance avec ce monde extérieur, c'est l'objet. Et entre les deux, il y a cette conscience mésodermique qui est la conscience de reliance. Et cette conscience mésodermique de reliance, elle est primordiale. Parce qu'elle va me permettre de faire le lien entre qui je suis dans ma partie la plus sacrée, qui je suis au contact de cette âme, et comment je me manifeste dans ce monde-là. Comment je me manifeste à vos yeux. Et j'ai cette conscience de reliance qui va faire le lien. Et le but, c'est de faire en sorte que la manière dont je me manifeste soit au plus proche de mon âme. Et la santé, c'est ça. L'expression, vous savez, il y a une expression qui s'appelle l'expression de soi. Et bien c'est ça. C'est quand je permets à mon âme de s'exprimer dans ce monde manifesté. Et là, ce que je fais devient cohérent avec qui je suis. Et vous verrez, autour de nous, il y a plein de gens qui nous disent « je ne sais pas qui je suis » ou « j'ai l'impression de ne pas être moi » ou « j'ai l'impression de plus savoir ce que je fais, de plus me reconnaître dans ce que je fais ». Ça veut dire que dans ce monde manifesté, on a créé, vous savez, un petit avatar. Les avatars sont les personnages virtuels qui nous représentent dans les jeux vidéo. Et du coup, j'ai créé dans le monde manifesté à l'extérieur de ma cellule, à l'extérieur de moi, un petit avatar de moi. Quelqu'un qui me représente. J'ai pris un rôle, j'ai pris une forme. Mais du coup, si cette forme-là, elle est éloignée de moi, eh ben, je me déconnecte de mon âme, je me déconnecte de mon essence. Et là, je perds le contact avec le souffle de vie, je perds le contact avec la vie. Et plus j'ai mis de tension entre cette forme manifestée et cette forme, cette existence et cette forme de l'être dans mon essence,
eh ben je laisse apparaître l'inconfort, la maladie, le malaise, le mal-être. Tout ce que l'on vit à travers l'absence de santé, c'est parce que j'ai mis trop de distance entre cette forme manifestée qui existe sur Terre, cette existence, et qui je suis dans mon essence vibratoire. Et le but de la santé, recouvrer sa santé, c'est retrouver le contact de cette forme manifestée avec cette existence, avec qui je suis. Reprendre le contact avec mon âme. Et vous savez, on nous parle souvent de verticalité et souvent il est coutume de dire voilà, il faut retrouver sa verticalité. Et on dit souvent l'homme, la caractéristique de l'homme, c'est d'avoir les pieds sur terre, la tête au ciel, et c'est vrai. Et c'est vrai, mais ça a un sens, sa verticalité. Ça veut dire que je vais devoir en fait trouver mon équilibre entre de multiples forces. Les forces telluriques qui viennent de la terre. Et là, il y a un géologue qui pourra nous en parler. Elles sont très importantes, ces forces telluriques qui viennent de la Terre. Et ma santé, elle est conditionnée par là où je vis. Et les forces cosmiques qui viennent du ciel. Et je dois trouver cet équilibre entre ces forces-là. Qui je suis dans cette forme manifestée et qui je suis dans mon caractère sacré, divin, au service, en fait, de mon être de lumière pour aller chercher cette information qui me manque. Alors là, je vais devoir... J'ai une multitude de choses pour trouver mon équilibre. Hein. J'ai en moi les forces du yin et du yang que je vais équilibrer. Vous savez, le yin et le yang, souvent, on l'associe au féminin, au masculin. C'est pas tout à fait ça, mais on le compare. Je vais devoir aussi utiliser ce qui est à ma disposition, l'énergie alimentaire. Et naturopathe brillante, de me dire à quel point l'alimentation est primordiale pour le maintien de sa santé. Je vais devoir aussi composer avec l'énergie de l'air. Et vous savez que ceux qui habitent à Grenoble souffrent de cet air pollué. À quel point, quand on habite à la Chapelle en Vercors, c'est bénéfique pour la santé d'avoir un air pur. Et puis il y a ce souffle de vie, cette énergie transcendantale qui est toujours là présente. Elle est sans lésion, toujours à notre disposition, bienveillante. Et puis, dans ma forme manifestée, j'oublie pas non plus que j'ai cette famille d'accueil avec tout ce qu'elle représente, avec tout son passé. Et donc j'ai une énergie, c'est cette énergie ancestrale, cette énergie génétique qui va circuler en moi à travers toutes les mémoires, à travers de la famille, à travers les secrets de famille, à travers l'éducation, à travers la religion, à travers l'environnement. Voilà. Donc je suis en équilibre constant. Et l'équilibre, c'est jamais quelque chose de figé, c'est toujours quelque chose, je suis en recherche constante d'équilibrer les déséquilibres. Parce que la vie, c'est une perpétuelle fluidité de mouvement. Donc voilà, je suis en fait cette petite cellule prise dans un tourbillon d'énergie et qui va devoir rester bien centrée sur soi pour pouvoir s'exprimer pleinement dans ce monde manifesté dans lequel elle est née. Je vous perds pas ? Hein ? Non. Donc, vas-y, passer. Donc sur l'onde de mon chemin de vie, ça c'était la cellule, c'est vraiment médical, on va dire. Hein. Ça c'est ce qui est issu de la faculté de médecine. Et puis après, je suis sorti un peu de cette faculté de médecine simplement parce que quand j'étais dans cette terre d'errance, à un moment donné, je me suis tellement éloigné de mon âme que je me suis dit, c'est pas possible. Jean-Marc, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Et c'était pas une vue de l'esprit. Je me suis dit, si je reste dans cette terre d'errance complètement déconnecté de mon âme, porteur des forces vitales, je vais mourir. Donc débrouille-toi, fais autre chose, change. Et j'ai changé de voie, radicalement. Et sur ces nouveaux chemins, j'ai rencontré des gens assez passionnants et j'ai fait la rencontre des Indiens d'Amérique, j'ai fait la rencontre des chamans. Et pour les chamans, il y a 3 mondes. Et ça explique bien un petit peu ce que je vous ai mis sur ce petit schéma-là. Il y a 3 mondes. Il y a le monde d'en haut, le monde d'en bas et le monde du milieu.
Le monde d'en haut, c'est ces êtres de lumière qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est un monde d'amour inconditionnel, de bienveillance, de générosité. C'est les êtres de lumière, c'est nos guides spirituels, c'est les anges, les archanges, c'est tout ce que vous voulez. Ça peut être des gens, des défunts proches de nous qui sont rentrés dans ce monde-là et qui l'habitent et qui nous guident, qui sont bienveillants à notre égard. Et puis il y a le monde d'en bas, qui est le monde d'une autre nature, mais qui est le monde des esprits de la nature, qui est un monde pareil, bienveillant, où il n'y a que de l'amour. Je te donne, voilà. Je te donne sans rien attendre. Et il y a ce monde du milieu dans lequel je vis. Et ce monde du milieu dans lequel je vis, eh ben, c'est pas toujours de l'amour, c'est pas toujours de la bienveillance, ça l'est, mais parfois c'est aussi ça, c'est aussi de la maltraitance, c'est aussi de la violence, c'est aussi de l'agressivité, et ça peut me blesser. J'ai mon énergie, j'ai mon aura, mais il se peut que le voisin décide d'empiéter sur cette énergie qui m'est propre. Et rappelez-vous d'où je suis issu. Le petit schéma où j'ai appris la lumière en moi, mais j'ai regardé la brillance de l'autre et j'ai émis le désir de résister à la pénétration du sacré en moi. Et bien vous verrez que l'homme se conduit exactement comme ça. Depuis l'aube des temps, en fait, les grandes invasions sont guidés par ça, le regard de la lumière de l'autre. Pourquoi nos pays européens sont allés coloniser les pays d'Afrique? Simplement parce qu'ils étaient à la recherche du soleil de l'autre. Pourquoi il y a eu la conquête de l'Ouest? C'est simplement parce qu'on a voulu aller chercher l'or de l'autre. Pourquoi il y a eu cette ruée vers l'or? Pourquoi? C'est parce que simplement tout le temps, on va regarder la brillance de l'autre, on va regarder la lumière agité de l'autre, non pas ce qu'il est dans son cœur, mais comment il se manifeste. On va regarder ses richesses. Et là, du coup, c'est là qu'on commence à rentrer dans les conflits. On va chercher à rentrer, à pénétrer dans l'autre. Et là, on va rentrer dans les blessures. On va créer des blessures. Et nous, il va falloir qu'on se protège et qu'on cicatrise nos blessures. Et bien pour ça, jusqu'à maintenant, on avait nos médecins. Et heureusement, maintenant, vous savez, peut-être beaucoup d'entre vous sont thérapeutes, et heureusement, on a vu arriver d'autres personnes qui prennent en compte la santé, de nouveaux thérapeutes, parce que la santé, c'est pas forcément l'apanage du médecin, et on est là pour venir cicatriser nos plaies. Mais surtout, on est aussi là pour se reconnecter à son... Pardon. Ouais, si c'est bon. Voilà un peu, en gros, quand on fait un voyage chamanique, vous voyez, les chamans font ce qu'on appelle des voyages chamaniques. Les chamans sont des gens qui sont assez particuliers. Ils ont développé une capacité à modifier leur conscience et à se mettre dans des états, ce qu'on appelle des états de conscience modifiés. Et ils vont pénétrer ces mondes d'en haut et ces mondes d'en bas et ces multiples dimensions. Ils vont aller se balader et ils vont demander de l'aide aux êtres de lumière ou descendre dans le monde d'en bas et demander de l'aide à leurs animaux de pouvoir, leurs esprits alliés. Voilà, ça faisait une photo que j'avais trouvée sur internet et j'avais trouvé sympa. Pour moi, elle représente un peu comment je quitte ce monde du milieu et j'interpénètre les dimensions ou le monde d'en bas ou le monde d'en haut. Voilà, c'est un petit voyage chamanique. Bon, vas-y, passe, c'est ludique. Moi, je vais quitter le monde des chamans et après, au cours de mon voyage, je me suis beaucoup intéressé, je parle toujours de moi, bien sûr, je suis un peu égocentrique, normal, je suis là. Au cours de mon voyage, j'ai rencontré la physique quantique et cette physique quantique m'a passionné. Et la physique quantique, elle ouvre une porte, c'est la porte de la discontinuité. Vous allez voir pourquoi je m'éparpille un petit peu, parce que je vais revenir à quelque chose de plus cohérent. Elle ouvre une porte de discontinuité. Et en fait, elle a cherché plusieurs choses. Elle a cherché à remonter le temps. Et elle a voulu remonter le temps jusqu'au Big Bang. Mais elle s'est arrêtée, en fait, un petit espace. Elle n'a jamais réussi à remonter jusqu'à la source, en fait, la physique quantique. Elle s'est arrêtée à un petit espace
Qu'est-ce que j'avais représenté par le souffle de vie, ce petit espace qui sépare le premier grain d'univers lié au Big Bang et la source. Et cet espace, moi je l'ai appelé le souffle de vie. Les physiciens quantiques, ils appellent ça l'espace de Planck. En fait, cet espace-là, il a une densité, il a une taille, mais en fait microscopique. Sa densité, elle est, en mètres cubes, elle est de 10 puissance moins 99 cm3. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Le temps qui nous sépare du Big Bang à la source, il est de 10 puissance moins 43 secondes. Ça veut dire 0, 42 secondes, un petit 1. Vous voyez 42 0, 0,42 0, un petit 1 seconde. Mais ce 0, 42 0 et un petit 1, en fait, il contient tout. Il est rien pour nous, mais il contient tout. Et les physiciens quantiques ont introduit la discontinuité. Et ils ont introduit la discontinuité du temps et de la matière. Et ils disent qu'une particule qui est matérialisée dans cet instant-là, on ne peut pas connaître son futur. Son futur, c'est un champ de potentialité. Ils appellent ça un paquet d'ondes. Et entre ce grain actualisé dans cette forme-là et le grain d'après, il n'y a plus de matière, il n'y a que de l'onde. Et il y a un espace, toujours ce fameux Planck, qui s'appelle la constante de Planck. Et on pourrait se représenter cette matière un peu comme un film. Vous savez, quand on voit les films, il y a une image, après il y a une petite bande noire, après il y a une autre image, une petite bande noire, une autre image. Et quand on déroule le film, on a l'impression qu'il y a un film continu. Mais en fait, le film, il est bien discontinu. C'est simplement notre œil qui n'a pas la capacité à voir cette discontinuité. Et lui, il voit la continuité. Alors vous imaginez cette discontinuité quand elle est de 0, 10 moins 43 secondes. On ne la voit pas. Et pourtant, elle existe bien. Ça veut dire que quand je vous parle, je suis là, je suis plus rien. Je suis là, je suis plus rien, je suis là, je suis plus rien. Et je fais ça tout le temps. En fait, la matière est discontinuité. Et là, c'est le temps d'après. C'est tout à l'heure. Et tout à l'heure, c'est un paquet d'ondes. Ça veut dire qu'il n'y a même plus d'électrons. Au début, les physiciens quantiques, ils ont travaillé sur les électrons. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'électrons. C'est pas une multitude d'électrons. Il n'y est pas. C'est un champ de potentialité. Et ce qu'il va faire, qu'il va se matérialiser là, là ou là, ça dépend de l'outil de mesure de l'observateur. Alors, ils se sont bagarrés. Vous savez, c'est quand on trouve quelque chose de nouveau, il y a toujours un peu de bagarre pour savoir qui a raison. Et au début, ils disaient, c'est juste parce que je mets une sonde ici, et quand l'onde se balade et qu'elle arrive sur ma sonde ici, elle matérialise l'électron. Elle matérialise la matière. Si je mets ma sonde ici, je matérialise la matière ici, quand elle va rentrer en contact ici. Et puis après, ils se sont dit, mais non, c'est pas si simple que ça, c'est pas ma sonde. Et ils ont commencé à travailler sur les niveaux de conscience. Et là, ils se sont rendus compte que c'est pas la sonde matérielle, c'est pas l'interaction d'une matière avec un autre paquet de matière. Quand il y a un objet qui n'est pas un atome, on appelle ça des paquets d'ondes, des systèmes complexes d'ondes, des fonctions d'ondes complexes. Voilà. C'est pas simplement un atome avec une fonction d'onde complexe qui rentre en relation, mais c'est derrière, il y a la conscience. Et ce qui fait que je vais matérialiser une particule ici, ici, ici et ici, c'est la conscience que j'ai ici. C'est cette conscience de moi qui fait que je vais devenir créateur de la matière dans laquelle je vais vivre. Je vais devenir créateur de l'univers dans lequel je vais vivre. Et tout va dépendre du niveau de conscience qui m'habite, dans lequel je me situe. Et là, vous comprenez pourquoi on va devenir soit destructeur face à nous-mêmes, et on va créer un univers catastrophique, et tout va s'enchaîner si je suis là, si je suis dans cette conscience
du monde extérieur. Et ce monde extérieur, les bouddhistes, par exemple, l'appellent le voile. Pourquoi on l'appelle le voile, ce monde extérieur? Parce que ce monde matériel réaliste, on lui donne une réalité par rapport à nos sens. On dit, je vois les choses, voilà, le stylo il est rouge, parce que mes yeux n'ont que la capacité de voir le rouge. Un champ de coquelicot, par exemple. Quelle couleur est un champ de coquelicot? Rouge, merci. Ben, vous savez, les abeilles, par exemple, ne voient pas le rouge, mais elles adorent les coquelicots. Et elles adorent les coquelicots parce qu'elles sont super sensibles, et elles le voient de loin parce qu'elles sont sensibles aux ultraviolets. Donc elles voient un champ de coquelicots ultraviolets. Mais nous, on n'est pas sensibles aux ultraviolets. On le voit rouge, parce que notre œil ne perçoit qu'une certaine longueur d'onde. C'est pareil pour les sons. Il y a une multitude de sons qu'on ne perçoit pas. C'est pareil pour les odeurs. Il n'y a qu'à voir un chien, il est 100 fois plus performant que nous. C'est pareil voilà, pour la vision, on l'a vu. C'est pareil pour le toucher. C'est pareil pour tous nos sens. Nous limitent. Et ils nous limitent dans un monde qu'on appelle le voile. Parce qu'il nous crée un univers qui est un univers d'illusion. Et si je crois que je vis dans ce que je vois, dans ce que je touche, dans ce que je ressens et dans ce que je sens, eh ben, je me perds en fait. Je me perds dans le monde du voile. Je me perds dans ce monde du milieu des chamans. Je me perds dans ce monde de dualité. Je me perds dans ce monde où cohabitent à la fois l'amour et la haine. Et c'est parce que je vais développer une autre conscience de tout ça, parce que je vais travailler un peu comme les chamans, je vais commencer à voir le monde d'une autre manière, que je vais pouvoir construire autre chose, que je vais plus rester dans cette conscience du voile, que je vais m'élever, entre guillemets, je ne suis pas sûr que je m'élève, peut-être que je passe à travers ou dessous. Je vais construire le monde à travers une autre conscience. Du coup, vas-y, tu peux passer. Et vous savez, Einstein, il y a une phrase connue d'Einstein. Einstein, c'est le père de la physique quantique, et après, il s'est un petit peu bagarré avec les physiciens quantiques. Ouais, vas-y, on va passer. On va expliquer. Bon, c'est la photo d'après, c'est pas grave. Non, je vais trop vite. Ou trop lentement, je sais plus. Einstein disait, c'est le père de la physique quantique, ou revient, peut-être deux diapos avant. Et encore. Les physiciens quantiques, eux, ils sont intéressés à ce point-là de matière, là ici. Et la constante de Planck, cet espace de Planck où il n'y avait rien, comme ils n'ont pas trouvé la solution, ils ont sauté dessus. Ils ont sauté à pieds joints dessus. Ils se sont dit, là, il ne se passe rien. Une onde. Mais Einstein disait, non, moi ça ne me convient pas. Alors la phrase est exacte, je vais vous la lire, parce que la phrase connue d'Einstein, c'est « Je suis convaincu, en parlant de Dieu, que lui au moins ne joue pas au dé ». Vous avez tous entendu cette phrase-là. Et en fait, elle est issue d'une lettre qu'il écrivait à un de ses confrères, qui faisait de la physique quantique, et ils étaient vraiment en opposition. Il disait « La mécanique quantique force le respect, mais une voix intérieure me dit qu'elle n'est pas le nec plus ultra. La théorie nous apporte beaucoup de choses, mais elle nous approche à peine du secret du vieux. Le vieux, c'est Dieu. De toute façon, je suis convaincu que lui au moins ne joue pas au dé. Parce que pour Einstein, ce qui se passait là, c'était primordial. C'était dans cet espace de non-forme, je reprenais contact avec Dieu. Je reprenais contact avec la source. Je reprenais contact avec le champ de tous les possibles. Je réinformais la structure en fonction du schéma de santé. Donc, j'ai devant moi la possibilité de me réaligner sur mon schéma de santé. Je vais le faire ou je ne vais pas le faire en fonction du niveau de conscience que j'ai pris. Parce que mon niveau de conscience, le mental par exemple, voilà, qui me permet de vivre dans ce monde-là, en fait le mental, lui, ne gère pas le présent. Le mental ne vit que dans le passé et que dans le futur. Et vous verrez, il vous donne des interprétations du passé et des projections du futur.
Et quand vous êtes dans votre mental, il va vous dire, tiens, voilà ce qui s'est passé hier, ou voilà, n'oublie pas, t'as mis une machine à laver en route, ce soir, il faut pas que tu oublies de sortir le linge si tu veux pas qu'ils sont mauvais. Voilà. En gros, ça c'est une activité du mental. Le mental, c'est le meilleur copilote dans ce monde du voile, dans ce monde manifesté. Mon âme, elle n'appartient pas là, à ce monde-là. Elle vient juste animer ma structure. Elle est issue de l'être de lumière. Donc pour fonctionner dans ce monde-là manifesté, elle a besoin d'un copilote, c'est mon ego. Mais c'est pas lui qui dirige ma vie. Il est que le copilote. Il est que le copilote qui garde la carte. Et il dit voilà, tiens là, t'as un feu rouge. Bon, c'est un feu rouge, arrêtez ta voiture, sinon tu te prends un camion. En gros, c'est ça. Mais c'est pas lui qui garde le volant de notre vie. Le volant de notre vie, il est tenu par notre âme. Parce qu'on est au service de notre âme pour aller chercher cette information manquante. Et là, on est en train de m'opposer en fait à la pensée karmique quand je dis ça. Il n'y a pas de karma. Le karma, c'est je vis, je suis en train de payer, je suis en train de m'incarner dans une vie pour payer ce que j'ai pas fait ou ce que j'ai mal fait la vie d'avant. Et il y a quelques semaines, j'ai pensé à ça tout à l'heure, entre deux passions. Il y a quelques semaines, je suis allé voir un spectacle qui était donné en plein air au Jardin de Ville de Voiron sur la guerre de 14-18. Et c'était sur les militaires qui étaient dans les tranchées. Et il y avait un acteur, j'ai trouvé extraordinaire, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient. Et à un moment donné, les soldats, on avait tellement marre de ces tranchées, de cette guerre qui était inhumaine, qu'ils ne comprenaient plus, qu'ils ont décidé de ne plus sortir de la tranchée. Ils ne voulaient plus, ils étaient à 15 mètres de leurs copains allemands et ils leur tiraient dessus, ils voyaient leurs potes mourir, et c'était infâme, les tranchées. Et ils ont décidé de ne plus sortir. Mais sauf que l'état-major n'avait pas entendu ça de cet œil-là. Et il a voulu dire, on va faire des exemples. Et alors la pièce de théâtre, elle était extraordinaire parce il y a eu à la fin un monologue de ce militaire qui était devant le poteau d'exécution, qui dit mais pourquoi je dois mourir? Pour l'exemple, on lui répond. Mais pour que les autres comprennent bien, voilà, que tu dois aller te faire tuer, que tu dois souffrir. Et il dit mais c'est bon, je suis pas obligé de mourir, je suis pas obligé de souffrir, c'est bon, j'ai compris, ils ont compris aussi. Et non, on a besoin d'un exemple. C'est ça le karma. Si on croit au karma, ça veut dire que je souffre parce que j'ai fait une faute et j'entretiens ma souffrance. Non. Je suis là que pour une chose, pour rétablir le contact avec mon âme, pour rétablir le contact avec la vie, pour rétablir le contact avec la joie de vivre. Et une fois, parce que qu'est-ce qui se passe quand je suis dans ces blessures-là? Je ne peux pas être un être de lumière. Si je ne suis pas un être de lumière, je ne peux pas arriver au seuil de mon chemin de vie. Tant que je n'ai pas guéri toutes mes blessures, je ne deviens pas lumineux. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? J'ai besoin, en fait, de pouvoir, puisque j'ai rassuré mon ego, il est devenu le copilote de ma vie, du coup il ne s'oppose plus à l'expression du soi, mais au contraire il l'accompagne. Je rentre dans ce que j'appelle l'expression de soi. Et là, je deviens rayonnant. Et quand je suis enfin rayonnant, j'arrive au seuil de mon existence sur Terre. Et je vais finir mon petit schéma. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Oui. Oui, j'avais quand même une question par rapport à ce soi, à cette source, dans votre postulat. Donc, du coup, c'est quand même une forme d'énergie quelque part. Il y a une matière ou c'est un postulat? C'est une matière qui n'est pas de la matière. C'est une matière qui n'est pas de la matière parce qu'elle n'appartient pas en fait à ce monde manifesté là.
c'est pas de la matière, mais c'est bien une matière. Mais c'est une matière si on change de référentiel. Il y a quand même une onde quelque part. Et je reviens de 4 jours de travail chamanique. Pendant 4 jours, on a travaillé sur les recouvrements d'âme. Là, moi aussi, des fois, je suis un peu dissident, hein, même avec les chamans. Recouvrement d'âme. On va chercher, pour celui qui m'initie, on peut perdre des bouts d'âme. Donc on va chercher notre bout d'âme dans ses multiples dimensions. Parce que le truc de ouf, hein, c'est quand je vous ai parlé des multiples dimensions et des multiples formes. Et aujourd'hui, le chamanisme, c'est un truc à la mode. Hein. C'est un truc, tout le monde veut faire du chamanisme et tout le monde veut enseigner le chamanisme. Donc, je modifie mon état de conscience et je me barre dans mon petit chemin et je rencontre un truc et je me dis, tiens, ça doit être à moi. Je me reconnais bien là et je le ramène et je le réactualise dans cette dimension-là. Sauf que manque de Paul, c'est une forme peut-être que je reconnais parce qu'étant faisant partie de mon corps, sauf qu'elle ne fait pas partie de cette dimension-là, et j'ai réactualisé une forme dans cette dimension-là qui n'a rien à foutre ici. Ben, je mets le bazar. Et aujourd'hui, on a des apprentis chamans à tous les coins de rue, et c'est une catastrophe. Je peux vous garantir. C'est une vraie catastrophe. Bon, on va en discuter, Marielle, je sais que toi, tu aimes bien... Mais pour moi, c'est... Voilà, il faut faire super attention. Mais l'âme, donc je viens... Tout ça, c'est un petit aparté. Je viens de passer 4 jours à travailler sur l'âme. Et à un moment donné, on travaillait à 3. Donc il y avait un patient, il y avait un chaman, et il y avait un assistant. Et l'assistant du chaman, c'est un chaman aussi. Et il a une fonction de ouf, quoi. C'est un truc bluffant. Et donc le chaman, moi j'étais l'assistant du chaman. Je jouais des tambours, voilà. Et puis à un moment, il doit aller récupérer le bout d'âme. Et puis il fait son job. Mais sauf qu'à un moment donné, il tombe sur un bout d'âme qui n'appartient pas à l'âme de la personne. Parce que notre chaman avait dit, tiens, je te remets un bout d'âme en toi, sauf que c'était pas le bon. Et je peux vous garantir, quand il a sorti ce bout d'âme, et je ne croyais pas, hein, quand il a sorti ce bout d'âme, et qu'il me l'a passé, parce que du coup le rôle de l'assistant c'était de dire, prends ce bout d'âme qui n'appartient pas à mon patient, parce que moi je suis avec mon patient, qu'est-ce que je fais de ce bout d'âme, et va le mettre en lieu sûr quelque part. Et je peux vous dire, un truc de fou, quand il me l'a passé dans les mains, je n'avais pas de matière, hein, je n'avais rien. Et pourtant j'avais quelque chose. Mais j'avais quelque chose qui était tellement lumineux que je peux vous dire que j'en tremble encore. Hein. J'ai été éclairé, illuminé par ce fragment d'âme. C'est un truc transcendant. C'est un truc qui ramène l'éveil, qui éclaire tout son être, toutes nos cellules. Et c'est quelque chose. Je l'avais dans mes mains. Je pouvais le voir, je pouvais le sentir, mais il n'y avait rien. Tu comprends ? C'est de la matière, mais c'est pas de la matière. Mais c'est quelque chose. Et si on développe, hein, c'est pas de l'énergie. C'est pas de l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui appartient à ce monde-là. C'est de l'électromagnétisme, ça appartient à ce monde-là, l'énergie. On met les mains dans une prise, on se prend une châtaigne, ça c'est de l'énergie. Ou l'énergie, une plaque de cuisson, elle libère de l'énergie avec la chaleur. L'énergie appartient à ce monde-là. L'âme, elle appartient, elle vient guider notre structure, mais elle appartient à une autre dimension. Je suis pas encore un grand chaman, moi. Donc je vous en parlerai plus à une prochaine conférence sur le chamanisme. Je suis perdu. Je vous ai pas perdu, mais je me suis perdu. Où j'en suis ? Einstein.